Bien, encore quelques petits rappels du cycle 4, la notion de changement d'état et le cas d'un corps pur. Alors, un petit rappel sur les changements d'état. On parle de l'état solide. L'état solide, comme vous le voyez ici, c'est symbolisé par des entités qui sont collées les unes aux autres, voilà, et donc c'est un état condensé et bien ordonné. Puis ensuite, on arrive à l'état liquide. L'état liquide, vous voyez que ces entités sont un petit peu désordonnées et toujours collées les unes aux autres. Donc c'est un état condensé et désordonné. Et enfin, l'état gazeux, c'est un état dispersé, qui est beaucoup moins condensé et désordonné également. Alors, si on veut passer de l'état solide à l'état liquide, on a une transformation, un changement d'état qui a lieu, que l'on appelle fusion. Si on veut passer de l'état liquide à l'état gazeux, le changement d'état correspondant s'appelle la vaporisation. Maintenant, si on veut passer de l'état solide à l'état gazeux, le changement d'état s'appelle la sublimation. Alors, à l'inverse, si on veut passer de l'état gazeux à l'état liquide, eh bien, le changement d'état s'appelle la liquéfaction. C'est le changement d'état inverse de la vaporisation. Maintenant, de l'état liquide à l'état solide, le changement d'état s'appelle la solidification. Et enfin, de l'état gazeux à l'état solide, le changement d'état s'appelle une condensation. Alors, exemple de la solidification, on va un peu préciser les choses dans le cadre de l'exemple de la solidification. Alors, voici un montage typique pour étudier la solidification d'un mélange ou d'un corps pur. Là, vous avez un mélange réfrigérant, c'est-à-dire à très basse température, et dans ce tube à essai, vous avez un liquide à refroidir, voilà, dont on peut suivre l'évolution de la température au cours du temps. Alors, regardons un petit peu l'évolution de la température au cours du temps. Nous avons deux courbes ici. Alors, il y a deux cas de liquide à refroidir. Le premier cas, c'est le cas de l'eau pure. Voilà, le cas de l'eau pure. Et le deuxième cas, c'est le cas d'un mélange eau-sel. Voilà. Alors, on voit qu'il y a différentes zones dans ce graphique. Alors, la première zone, elle est délimitée entre l'axe désordonné et cette ligne discontinue. Les deux mélanges sont à l'état liquide. On met L ici. Ensuite, dans cette deuxième zone ici, vous voyez que c'est une zone qui correspond à la solidification. C'est dans cette zone que l'on a une solidification qui s'effectue. Et alors, dans cet intervalle de temps, eh bien, le liquide et le solide coexistent. C'est-à-dire qu'il y a il y a du liquide et du solide. Et enfin, dans cette zone-là, donc, c'est-à-dire pour t supérieur à 7 minutes 5, eh bien, on aura du solide uniquement. Voilà. Alors, dans le cas de l'eau pure, vous voyez que on remarque que pendant la solidification, c'est-à-dire ici, la température reste constante, d'accord, et est égale à 0 degré Celsius. Dans le cas de l'eau plus sel, c'est-à-dire la courbe bleue ici, pendant la solidification, c'est-à-dire dans cette zone, la température n'est pas constante. Autrement dit, que faut-il retenir? À une pression donnée, le changement d'état d'un corps pur, alors c'est le cas de l'eau pure, le cas de la courbe rouge ici, s'effectue à une température constante. Et ça, c'est important, il faut le retenir. On l'appelle température de changement d'état, qui est caractéristique de l'espèce chimique qui constitue le corps pur. Donc, exemple de l'eau pure à pression ordinaire. Vous voyez que pour l'eau pure, la température de solidification est égale à 0 degré Celsius. Et d'ailleurs, c'est aussi égal à la température de fusion.
D'accord? Donc les deux températures de changement d'état inverse sont constantes et sont égales. Ici. Voilà. Et la température d'ébullition, qu'est-ce que c'est la température d'ébullition? C'est la température au cours de laquelle il y a une vaporisation du liquide, une vaporisation du corps pur. Et ici, ça sera vaporisation de l'eau, et elle est égale à 100 degrés Celsius à température ordinaire, c'est-à-dire qu'elle a une valeur bien déterminée. Voilà un exemple de l'eau pure. Alors évidemment, si on va dans l'autre sens, la température de liquéfaction sera aussi égale à 0 degrés Celsius pour l'eau à pression ordinaire, c'est-à-dire égale à la température de vaporisation. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le changement d'état d'un mélange ne s'effectue pas à température constante. Ainsi, si l'on présente un graphe d'évolution de température en fonction du temps, on pourra dire à l'allure du graphe si l'on a affaire à un corps pur, dans ce cas-là, la température restera constante au cours du changement d'état, ou bien à un mélange, c'est-à-dire si la température ne reste pas constante au cours du changement d'état. Alors, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire une partie qui nous intéresse dans ce programme de seconde, identification d'espèces chimiques dans un échantillon de matière. Alors, première façon d'identifier des espèces chimiques en réalisant des mesures physiques. Alors, retenons, et puis ensuite on va donner quelques exemples. Toute espèce chimique possède une liste de caractéristiques physiques, de valeurs connues, répertoriées dans des livres ou en ligne. Par exemple, si vous tapez éthanol sur Wikipédia, vous allez avoir tout un registre sur l'éthanol et en particulier des valeurs de caractéristiques physiques, de masse volumique, de température de changement d'état qui sont spécifiques à l'éthanol. Voilà, donc c'est répertorié. Ainsi, des mesures de caractéristiques physiques, masse volumique, température de changement d'état, etc., réalisées sur une espèce chimique permettent de l'identifier. Alors, donnons des exemples de caractéristiques physiques. Voilà. Donc, un premier exemple, c'est la masse volumique et la densité. Deuxième exemple, température de changement d'état. Un troisième exemple, solubilité dans l'eau. Mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques physiques qui ont des valeurs bien déterminées pour des corps purs. Prenons l'exemple de l'aspirine, de formule C9H8O4. On ne doit pas le retenir par cœur, la formule de l'aspirine, bien entendu. Alors, pour l'aspirine, la masse volumique est égale à 0,789 g/ml-1. Et la densité est égale à 0,789 sans unité. C'est logique que ça soit le même nombre, puisque T égale ρ sur ρO, et ρO, c'est 1,0 g/ml. Donc lorsqu'on divise 0,789 par 1,0, on retrouve 0,789. Maintenant, des exemples de température de changement d'état. La température de fusion de l'aspirine est égale à 135 degrés Celsius. Ne pas retenir par cœur, c'est juste dire que si l'on a un corps pur déterminé, les températures de changement d'état sont bien déterminées. Alors, comment mesurer une température de fusion? Bon, c'est justement, il faut bien montrer un instrument de mesure, et un instrument de mesure intéressant, c'est le banc Koffler pour la détermination de la température de fusion d'un corps. Donc le banc Koffler, c'est une plaque chauffante dont la température varie lorsqu'on se déplace le long de la plaque chauffante, entre 50 degrés Celsius et 260 degrés Celsius. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre un peu d'aspirine, on sait que grosso modo c'est à 135 degrés Celsius, on va mettre de l'aspirine par ici, et puis donc il y a l'état solide encore, et ensuite on va pousser l'aspirine vers des températures croissantes. À partir du moment où on voit l'aspirine fondre, on a un index qu'on va déplacer
et que l'on va placer au niveau de l'aspirine qui vient de fondre. Et on va lire la température de fusion sur cette règle. Voilà comment ça se passe. Ensuite, un autre exemple, la température d'ébullition, 140 degrés Celsius. Alors ici, la température d'ébullition est très voisine et dans le cas de l'aspirine, eh bien, l'aspirine c'est un corps organique qui va se décomposer avant d'arriver à la température d'ébullition. Solubilité dans l'eau, 4,6 g litre moins 1 à 25 degrés Celsius. Vous voyez, là aussi c'est une caractéristique qui a une valeur bien déterminée à une température donnée. Qu'est-ce que ça veut dire 4,6 g litre moins 1? Ça veut dire que si on a 1 litre de solution d'aspirine dans l'eau, eh bien ça contiendra au maximum 4,6 g d'aspirine dissous. Alors, passons à l'identification à l'aide de tests chimiques. Ça aussi, dans le cycle 4, vous avez fait des manips là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'un test chimique? Un test chimique d'un corps pur est une expérience mettant en jeu une réaction chimique dont le résultat, lorsqu'il est positif, par exemple un changement de couleur ou bien l'apparition d'un précipité, permet de mettre en évidence la présence de cette espèce chimique dans un mélange, donc de l'identifier. Alors, citons des tests chimiques courants, vous devez être capable d'en citer et d'utiliser les résultats de ces tests dans certains exercices. Présence d'eau, comment on fait? Voilà une photographie de manip. On a du sulfate de cuivre anhydre de couleur blanche et on rajoute quelques gouttes d'eau sur le sulfate de cuivre anhydre. Ce sulfate de cuivre anhydre bleuit en présence d'eau. Ça, c'est le test de présence d'eau. On peut très bien, par exemple, prendre un fruit pour voir s'il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre quelques grains de sulfate de cuivre anhydre et on va constater que ces grains bleuissent. Ça veut dire que le fruit en question contient de l'eau. Deuxième exemple, présence de dihydrogène gazeux, H2 à l'état gazeux. Alors, voilà l'exemple, petite expérience que l'on peut faire. On fait dégager du dihydrogène dans un tube à essai à la réaction chimique. Et l'on présente une flamme, la flamme d'une allumette, à l'orifice du tube. On entend un pop, c'est-à-dire une petite détonation. En présence de dihydrogène, eh bien, cette détonation est caractéristique de la présence du dégagement de dihydrogène. Voilà donc le test de présence du dihydrogène qu'il faut retenir. Ensuite, présence de dioxygène. Une expérience que l'on peut faire, c'est que si l'on a un tube rempli de dioxygène gazeux et qu'on introduit une bûchette d'allumettes incandescente, l'incandescence en présence de dioxygène à l'intérieur du tube est ravivée. Voilà donc le test de présence du dioxygène. Ensuite, présence de gaz carbonique, que vous connaissez aussi. On a un tube à essai contenant de l'eau d'eau chaude. Initialement, l'eau d'eau chaude est incolore. On fait barboter du gaz carbonique dans l'eau d'eau chaude et on observe un trouble de l'eau d'eau chaude. Donc, autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un dégagement de CO2 gazeux trouble l'eau d'eau chaude. Alors, il y a d'autres tests chimiques concernant des ions. Alors, essayons de... Il faut les retenir, il faut connaître ces tests chimiques. Regardons un petit peu, il y a une petite photo qui va nous permettre de résumer les choses. Dans ces 4 tubes, on a mis initialement une solution contenant des ions Cu2+, de couleur bleue, limpide, des ions Zn2+, incolores, des ions Fe3+, de couleur orange, c'est la solution initiale, et des fusions Fe2+, qui ont une coloration verdâtre. Alors, pour les tests pour détecter les ions,
Et puis ici, nous avons une solution de chlorure de sodium, par exemple. Pour mettre en évidence ces ions, on va utiliser deux tests. Un premier test à l'hydroxyde de sodium. Alors l'hydroxyde de sodium, c'est la soude. Si l'on rajoute de la soude dans la solution bleue limpide de CU2+, on observe un précipité bleu, ce qui est caractéristique de la présence de CU2+. Si maintenant on verse de l'hydroxyde solution de soude ou d'hydroxyde de sodium dans ce tube à essai contenant des ions Zn2+, couleur incolore, on observe un précipité blanc, ce qui est caractéristique de la présence d'ions Zn2+. Maintenant, si on verse dans la solution initialement orangée ion Fe3+, on verse le réactif test hydroxyde de sodium, on observe un précipité orange, couleur rouille, qui est caractéristique de la présence d'ion Fe3+. Et enfin, si on rajoute encore donc de l'hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium dans une solution d'ion Fe2+, eh bien on observe un précipité vert, c'est-à-dire caractéristique de la présence d'ion Fe2+. Maintenant, dans le dernier tube à essai, si on a une solution de chlorure de sodium, c'est-à-dire d'ion contenant des ions Cl-, et qu'on y verse du nitrate d'argent, un autre réactif test, on observe un précipité blanc qui noircit à la lumière, qui est caractéristique de la présence d'ion chlorure. Voilà donc pour le test des ions. C'est un petit peu ce qu'il faut savoir au collège. Identification par chromatographie sur couche mince ou CCM. Alors ça, on l'a fait en TP. Rappelons un petit peu de quoi il s'agit. Alors vous avez ici le dispositif expérimental. Donc là, vous avez une cuve à chromatographie. Et puis, on a ici introduit une plaque qu'on appelle plaque CCM ou plaque de chromatographie sur couche mince. C'est constitué d'un dépôt de gel de silice, enfin de silice hydraté, un dépôt très très fin et très délicat sur une plaque, sur un support. Ensuite, on va on va tracer au crayon une ligne de dépôt où on va marquer 3 croix A, B et C. Donc là, on va mettre des échantillons de mélange de corps pur sur cette ligne. La plaque à chromatographie plonge dans un liquide que l'on va appeler l'éluant. On remarque que, et on doit en pratique, on doit faire en sorte que le niveau de l'éluant doit être en dessous de la ligne de dépôt. Détail pratique important. Ensuite, on va placer à l'aide de pipettes Pasteur, c'est-à-dire des capillaires très fins, des échantillons de corps pur en solution au point A et B. On suppose que ce sont des corps purs. Et en C, on va placer un mélange inconnu, c'est-à-dire on va essayer d'abord de montrer que c'est un mélange et qu'ensuite on va essayer d'identifier les constituants du mélange. Alors que se passe-t-il lorsque on plonge la cuve, la plaque de chromatographie? Eh bien, il va y avoir une montée de l'éluant qui va entraîner les espèces chimiques. Alors j'ai oublié de vous dire que là, ici, on a recouvert l'ensemble par un couvercle, de façon à saturer l'atmosphère de la cuve en vapeur d'éluants, car les éluants sont de nature organique et très volatiles. Qu'est-ce qu'on va obtenir au bout d'un certain temps? Alors voilà ce qu'on obtient, le phénomène s'appelle l'élution, c'est-à-dire la montée du liquide le long de la plaque.
Et on décide d'arrêter ce phénomène à un certain moment et on va tracer le front de l'élure. Voilà ce que l'on obtient. On obtient une répartition de tâches que l'on appelle le chromatogramme. Cette répartition de tâches va nous renseigner sur la nature de la substance que l'on a placée en C. Donc, pour cela, il faut connaître deux choses sur la chromatographie sur couche basse. Il faut connaître et savoir utiliser cette connaissance. La CCM permet d'identifier certaines espèces chimiques d'un mélange. Alors, on peut réaliser deux types de lectures. Une lecture verticale nous permet de détecter qu'un mélange donne plusieurs tâches ou qu'un corps pur en donne une seule. Ici, vous voyez très bien que sur la ligne verticale passant par A, on a une seule tâche. Et sur la ligne verticale passant par B, on a une seule tâche. Donc ici, eh bien, on a bien deux corps purs. Sur la ligne verticale passant par C, on a deux tâches. Donc ça veut dire que on a plus d'un corps pur. On a au moins deux corps purs. Donc là, on a bien un mélange. Une lecture horizontale va nous permettre d'identifier les composants du mélange ou partiellement ou totalement. Ici, on aura deux tâches qui de même hauteur. Regardez ici, on a deux tâches horizontalement, on a deux tâches de même hauteur. Ça veut dire que ces deux tâches-là correspondent à la même espèce chimique. Voilà, un petit peu ce qu'il faut savoir pour interpréter un chromatogramme. Alors, essayons d'interpréter ce chromatogramme. Interprétation. Alors, d'abord, par une lecture verticale. Quel renseignement va-t-on obtenir? On va savoir si les dépôts, ici, sont des corps purs ou des mélanges. Donc, ici, on voit que sur les deux verticales, vous voyez les deux verticales passant par A et par B, il y a sur chacune des verticales, on a une tâche. Cela veut dire que A et B sont purs. Normal, s'il n'y a qu'une seule tâche, on a un corps pur. Ensuite, une autre lecture verticale, sur la verticale donc passant par C, nous permet de détecter, de voir deux tâches. Donc ça veut dire que le corps, la substance grand C est un mélange. Vous voyez, s'il y a plusieurs tâches, ça veut dire que l'espèce qu'on a déposée est un mélange. Ensuite, passons à une lecture horizontale. Alors, on doit tracer trois horizontales, 1, 2 et 3. Allons-y. Première horizontale. Alors, la première horizontale, vous voyez l'horizontale 1, ici, c'est une horizontale qui contient deux tâches, B et C. Alors, eh bien, la tâche qui est ici est située sur la ligne passant par B, et la tâche qui est là, eh bien, est de même nature que la tâche qui est là. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire que cette tâche-là est aussi une tâche de l'espèce chimique grand B déposée. Ça voudra dire que l'espèce chimique grand B, eh bien, fait partie du mélange inconnu. On l'a donc identifié. Donc, regardons, on identifie le grand B, donc le corps pur grand B, dans le mélange grand C. Parce que, on a ici une tâche au même niveau sur la verticale de C, une tâche au même niveau que la tâche provenant de P. Maintenant, une deuxième lecture sur la verticale, sur l'horizontale, 2, passant par cette tâche, eh bien, on constate que 2 ne contient pas de tâche en provenance de C. Donc ça veut dire que finalement, dans C, il n'y a pas l'espèce grand A. Donc,
A est non présent dans C. Vous voyez qu'on a pu avoir une information, c'est qu'il n'y a pas de l'espèce grand A dans l'espèce grand C. Et enfin, la verticale passant par la troisième tâche, ici, donc on a 3, ne contient qu'une seule tâche, mais par contre, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de tâche sur la même horizontale provenant d'un corps pur connu. Donc ça veut dire que cette tâche-là, ça provient d'une espèce chimique que l'on ne peut pas identifier. Voilà, donc c'est une espèce non identifiable. Vous voyez donc en utilisant ce que l'on doit savoir de la CCM, on doit pouvoir interpréter un chromatogramme, c'est-à-dire est-ce qu'on a des corps purs, est-ce qu'on a des mélanges, est-ce qu'on peut identifier certains corps purs d'un mélange, et est-ce qu'on peut identifier tout ou partiellement. Voilà. Composition d'un mélange. Ça aussi, ça fait partie. Il faut savoir déterminer la composition d'un mélange. Alors, composition massique d'un mélange. Il y a deux types de composition massique, composition volumique. Mais il y a d'autres types de composition aussi qu'on étudiera plus tard. Alors, un petit exercice. Le laiton est un alliage, c'est-à-dire un mélange de métaux. Il contient du cuivre et du zinc. Un échantillon de laiton de masse M égale 50 g contient une masse de cuivre MCU égale 15 g. Calculez les pourcentages en masse de cuivre et de zinc dans cet échantillon. Alors ça, c'est des calculs de pourcentage. Il faut savoir les faire. Vous savez très bien que, par exemple, si dans une classe, il y a de 30 élèves, il y a 10 filles et 20 garçons, le pourcentage de filles, ça sera 10 sur 30. Le pourcentage de garçons, ça sera 20 sur 30. Évidemment, multiplié par 100. Ça va être un peu pareil ici. Alors, réponse. Le pourcentage de cuivre, eh bien, c'est, on va l'appeler PCU, égale le rapport de la masse de cuivre sur la masse petit m totale de l'échantillon, un peu comme le nombre de filles sur le nombre total d'élèves de la classe, multiplié par 100. Égale donc 15, et on marque l'unité, toujours dans tous les calculs, il faut rappeler l'unité. 15 grammes sur 50 grammes, multiplié par 100, et on trouvera 30%. Le pourcentage en zinc, évidemment, comme il n'y a que du cuivre et du zinc, eh bien ça sera 100 moins 30, c'est-à-dire 70. Donc, retenons la définition. La composition massique d'un mélange en une espèce chimique E est caractérisée par le pourcentage massique de grand E dans le mélange, exprimé en pourcent. C'est-à-dire le rapport de la masse de l'espèce grand E sur la masse totale du mélange multiplié par 100. Composition volumique d'un mélange. Alors, on va étendre ça à composition volumique. Composition volumique, qu'est-ce que c'est? Il suffit de remplacer masse par volume. Alors lisons, la composition volumique d'un mélange en une espèce grand E est caractérisée par le pourcentage volumique de grand E dans le mélange exprimé en pourcent égale volume occupé par l'espèce grand E sur volume total du mélange multiplié par 100. Je signale qu'on n'est pas obligé de multiplier par 100, ça voudrait dire que ici, ce rapport-là caractérisera la composition massique, mais par une fraction. C'est une fraction du mélange qui sera caractérisée par un nombre. Alors, un exemple, composition volumique de l'air. Alors, on va prendre un petit exemple historique. C'est l'expérience de Lavoisier. En 1776, le chimiste français Antoine Lavoisier réalise une expérience destinée à mesurer la composition volumique de l'air. Alors, voici un peu le schéma du montage historique de Lavoisier. Pour cela, Lavoisier chauffe du mercure de symbole Hg, dans une cornue. Voilà, une cornue, un vieil instrument de l'époque, donc relié à une éprouvette de 100 ml d'air. Vous voyez, donc il y a une tubulure,
Et là, il y a une éprouvette remplie d'air qui est retournée, plonge dans l'eau et qui est retournée sur l'orifice de la tubule. Alors, au bout d'un certain temps, il constate la formation d'oxyde de mercure rouge. Vous voyez ici, il y a une pellicule d'oxyde de mercure qui se forme. Voilà. Et en même temps, on observe la montée de l'eau dans la cuve. Et la montée va s'arrêter à un certain niveau et il restera alors 80 ml de gaz dans l'éprouvette. Alors, c'est une description d'une expérience historique, pas exactement avec les mêmes valeurs. Eh bien, Lavoisier attribue la montée de l'eau ici dans l'éprouvette à la réaction du dioxygène O2 présent dans l'air. Il y avait du O2 avant, donc ce dioxygène O2 a réagi avec le mercure. Et on a chauffé pour que ça puisse réagir. Voilà, avec le mercure, pour donner de l'oxyde de mercure rouge. Le gaz restant, c'est le diazote. Voilà. Alors, petite question. Donc, il faut savoir exploiter des données expérimentales sur un mélange. C'est ça, le savoir-faire. Quels sont les volumes occupés par le diazote et le dioxygène dans l'air de l'éprouvette? Première question. Alors, la réponse. Vous voyez qu'ici, lorsque le niveau d'eau se stabilise, ça veut dire que tout le dioxygène a été consommé dans l'air de l'éprouvette. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que du diazote. Donc le volume occupé par le diazote, c'est 80 ml. Et le volume occupé par le dioxygène, eh bien, c'est le volume dont est montée l'eau, c'est-à-dire que le dioxygène a disparu, ça sera 100 moins 80, c'est-à-dire 20 ml. Autrement dit, volume de N2 égale 80 ml, et volume de O2 égale 100 moins 80 égale 20 ml. C'est ce qui correspond au volume d'eau qui est monté. On demande la composition volumique de l'air. Bon, là, c'est très facile. Si on veut calculer la composition en dioxygène, eh bien, on sait qu'il y a un volume de dioxygène qui a été utilisé dans l'air, qui vaut 20 ml. Il faudra diviser donc le volume de dioxygène par le volume total d'air emprisonné au départ dans l'éprouvette. Donc, le volume de dioxygène, c'est 20 sur 100. D'accord? Donc ça, c'est la fraction de dioxygène. Exprimé en pourcent, ça sera 20%, puisque c'est 0,2 fois 100. Le pourcentage de N2, exprimé en fraction, c'est 80 sur 100. Et si on multiplie par 100, on va obtenir 80%. Donc, au final, ce qu'il faut retenir, et vous devez le retenir, c'est que l'air contient, grosso modo, en volume, donc environ 80% de diazote, N2, et 20% de dioxygène. N'intervertissez pas les deux nombres. Et si l'on regarde en fait exactement, avec plus de finesse, la composition de l'air en volume, il n'y a pas tout à fait 80%, mais plutôt 78% de diazote, plutôt 21% de dioxygène, et le petit pourcent qui reste est réparti entre d'autres gaz que l'on ne précise pas. Voilà, donc là, la leçon est terminée, et je veux juste commenter un petit peu les notions et contenus et capacités exigibles de cette leçon. Alors, on a parlé d'échelle macroscopique, espèces chimiques, de corps pur, vous reconnaissez ce qu'on a dit, des mélanges, composition de l'air, masse volumique, propriétés des changements d'état, solution, solubilité, miscibilité. Atomes, molécules et ions. Ça, c'est des notions de collège qui ont été rappelées dans cette leçon. Maintenant, bien, les notions à connaître, c'est la notion de corps pur et de mélange, bien sûr, donc espèces chimiques, corps pur, et puis là, être capable de citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes. Voilà. Ensuite, identification d'espèces chimiques.
dans un échantillon de matière par des mesures physiques ou des tests chimiques. On voit très bien donc qu'on demande de savoir identifier à partir de valeurs de référence, des masses volumiques par exemple, ou des densités, ou des températures de changement d'état, une espèce chimique. Vous voyez, si on connaît les masses volumiques ou si on a fait des tests chimiques appropriés, eh bien on doit pouvoir identifier certaines espèces chimiques. Citer des tests chimiques courants, présence d'eau, de d'hydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone. Vous devez aussi connaître des tests caractéristiques d'ions. Enfin, deuxième partie, ici, composition massique d'un mélange, composition volumique de l'air. Et on les a déjà envisagés. Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celle d'autres corps purs et de mélange. Vous voyez, donc, vous devez connaître la masse volumique de l'eau liquide, 1,0 g par millilitre. Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales. Vous voyez donc, par exemple, dans la chromatographie sur couche mince. D'accord? Donc, on distingue un mélange d'un corps pur. Voilà. Citer la composition approchée de l'air, 80% de diazote, 20% de dioxygène. Et l'ordre de grandeur de la masse volumique de l'air, 1,3 g par litre. Attention, pas grammes par millilitre. Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales. Vous avez vu donc l'expérience historique de Lavoisier lui avait permis d'établir la composition de l'air dans une éprouvette. Voilà. Et puis les capacités mathématiques, utiliser les pourcentages et les fractions. Tout ce qui est en italique, bien ce sont des TP. Voilà. Donc nous en avons fini pour cette leçon et je vous remercie.